Qu'est devenue la justice aujourd'hui au Bénin après 8 ans de magistère talent? Bienvenue dans cette émission spéciale bilan du programme d'action du gouvernement Justice 8. Oui, c'est le 8e rendez-vous, c'est-à-dire 8 ans après la gouvernance de talent. On va interroger les réformes déployées à travers le Bénin pour améliorer le service public de la justice. Sur ce plateau, nous recevons le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, de la Législation, M. Yvon Dethiénou, qui va tenter de nous éclairer ici justement sur les impacts de cette réforme que je qualifie de talent, puisque c'est sous son magistère que ces réformes sont déployées pour essayer d'ennoblir la réputation de la justice béninoise, longtemps accablée de nombreux péchés dont par exemple l'iniquité liée au sentiment d'une justice à deux vitesses ou à la tête du client. Ce sont des récriminations qu'on entend bien souvent. L'inaccessibilité des citoyens pour qui se confier ou répondre à la justice peut valoir chemin de croix de plusieurs centaines de kilomètres, plusieurs jours, mois, années, voire toute une vie de procédures, de renvois éternels d'audience, de saignées, voire de ruines financières, si ce n'est la vie même du justiciable. Pendant que se prolonge, s'accumulent indéfiniment des détentions préventives comme s'engorgent par ailleurs les prisons autant que s'amoncellent les dossiers chez les juges. Monsieur le ministre, bienvenue sur ce plateau dédié au devoir de réédition de comptes aux citoyens sur le chantier de modernisation de la justice dont vous avez pris le relais. Merci. Bonjour. J'ai le plaisir de co-officier ce plateau avec mon confrère Herbert Ronyibo. Herbert, c'est un plaisir. Et c'est un plaisir partagé, plaisir de poser des questions à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour nous faire le discours du parcours depuis 2016. Monsieur le ministre, merci d'être sur ce plateau pour éclairer nos concitoyens sur le sens de l'effort du gouvernement. Monsieur le ministre, en 2020, le président de la République a promulgué la loi 2020-08 portant modernisation de la justice au Bénin. L'ambition était d'approfondir les réformes destinées à renforcer la transparence, la célérité des procédures devant les juridictions, faciliter l'accès à la justice partout au Bénin et digitaliser le fonctionnement du secteur public de la justice. Commençons par l'organisation de la justice. Nous avons un reportage qui illustre bien l'état de l'organisation judiciaire au Bénin. Nous vous invitons à suivre cet élément témoin et nous revenons sur le plateau pour en discuter. La politique de décentralisation et de modernisation de l'administration judiciaire, engagée depuis 2016, suit inlassablement son cours. Le système judiciaire béninois est en pleine réforme. Et l'un de ses axes stratégiques est la création de nouvelles juridictions. Ici, au tribunal de première instance de deuxième classe de Dassa, c'est jour d'audience. Dans cette salle d'audience, les justiciables expérimentent depuis déjà 3 ans cette nouvelle proximité avec la justice. C'est la 3e fois que je suis arrivé ici, mais j'avoue que ça se passe très bien. Pour le moment, je n'ai pas encore eu de difficultés. J'ai toujours eu satisfaction chaque fois que je viens ici. La mise en place de cette juridiction, comme celle de Commet, est une réponse directe aux attentes des populations, souvent confrontées à des difficultés pour accéder aux services judiciaires en raison de la distance et du manque de ressources. Vraiment, ça nous réduit énormément la tâche, dans la mesure où chaque fois que nous avons des problèmes avec le tribunal, nous allons à Abomey. Mais actuellement, avec l'installation du tribunal à Dassa-Zoumé, ça nous réduit considérablement le trajet. Et même à vélo, on peut venir ici. Avant, je devais débourser environ 6 000 francs CFA comme aller-retour Dassa à Abomey et me restaurer. Aujourd'hui, je n'ai dépensé que 150 francs CFA. Je suis très contente du fait qu'avant, on va à Lokossa, bien à Ouida. Et aujourd'hui, nous sommes très ravis du gouvernement que le tribunal est à Commet. Et à tout moment, si même on me fait papier, on dit va au tribunal, on prend Zem, on vient dans notre tribunal. Aujourd'hui, le tribunal est très proche de nous et ça nous sert correctement. Donc, nous remercions le président de la République pour cette initiative
et de rapprocher la justice des justiciables. Et c'est très bon. La dynamique est la même au tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville. Ici, comme partout sur le territoire national, le leitmotiv est de rapprocher les services de la justice des justiciables. En temps, il faut voyager pour aller à Kandé pour telle affaire revenir. Des fois, et c'est rejeté, puis ça nous fait dépenser. À partir du moment où on a gagné et par le pouvoir actuel, l'installation, la décentralisation, et ça nous a fait beaucoup plaisir. Ça a réduit les déplacements, les risques d'accident en allant à Kandé pour aller répondre à une convocation. Et au même moment, notre milieu a connu des visiteurs. Comme ça a développé quelque part le tourisme. Moi, je suis de l'hôtellerie et je reçois beaucoup de gens, des personnels de la juridiction qui viennent séjourner dans nos maisons. Ça a gonflé le chiffre d'affaires. En rapprochant la justice des justiciables, le gouvernement fait ainsi un pas important vers une justice plus accessible et équitable pour tous. Monsieur le ministre, on voit dans ce sujet une sorte de réponse enthousiaste des citoyens à ce qu'on pourrait considérer comme une charge introductive de mon propos inaugural. Mais en même temps, les citoyens de Malanville qui se réjouissent, ceux de Dassa, ont beaucoup plus de chances que d'autres sur le territoire national. Quel est l'état aujourd'hui de la couverture judiciaire du pays quand on sait qu'en 2016 ou avant 2016, il existait 14 tribunaux et 3 cours d'appel? Quelle est la situation aujourd'hui? Merci beaucoup. Aujourd'hui, tout particulièrement, on a 24 juridictions. On a 4 juridictions spécialisées, un tribunal de commerce, une cour d'appel de commerce, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et la cour spéciale des affaires foncières qui sont des juridictions spécialisées. Et on a 20 juridictions ordinaires qui sont constituées de 3 cours d'appel et pour le reste de tribunal de première instance. Pour autant, ça a l'air impressionnant, mais en même temps, est-ce que ce déploiement du dispositif de l'architecture judiciaire à travers le pays, tel que vous le décrivez, correspond aux besoins latents existants, justement pour aller dans le sens du rapprochement de la justice des justiciables? Alors, le besoin latent existant est ce qui a motivé l'adoption et la promulgation de la loi 2001-37 relative à l'organisation judiciaire. Cette loi prévoit un certain nombre de juridictions dont l'installation se fait au fur et à mesure, compte tenu des besoins identifiés dans chaque localité, compte tenu des ressources existantes en termes de personnel, en termes de magistrats, de greffiers et de personnel judiciaire, et compte tenu de la demande qu'on constate sur le terrain par rapport au contentieux. Alors la demande ou la pression de la demande de justice par endroit à travers le pays, à l'aune de quoi, quels critères, paramètres s'évalue-t-il? C'est la quantité, le flux de dossiers Ça peut être le flux de dossiers existants ou constatés dans une juridiction sur laquelle, pour l'instant, cette localité est orientée. Ça peut être par ailleurs lié à l'existence d'un contentieux ou la constatation d'une, augmentation du contentieux, peut-être pénal, peut-être social, peut-être de droit de propriété foncière dans cette localité. Ça peut être également un désir de faire, en fait, émerger des zones particulières qui sont liées à des politiques d'aménagement du territoire. Oui, monsieur le ministre, quand on vient dans une juridiction, quand on est un usager, le besoin que l'on voudrait exprimer pour moi, c'est être orienté. Le gouvernement a construit des bureaux d'orientation, disons 13 bureaux d'orientation des usagers et 3 centres de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, respectivement à Blangandan, à Plakoué et Parakou. Qu'est-ce qui a motivé, n'est-ce pas, cette démarche d'avoir des bureaux d'orientation dans ces différentes juridictions que nous avons? Lorsque le justiciable, comme vous l'avez dit, vient dans une juridiction, il a besoin de 2 choses, essentiellement. Comment on l'oriente? Où se situe la salle d'audience? Où doit-il aller pour satisfaire son besoin de service ou de justice? Et ensuite, il a besoin d'informations.
savoir qui fait quoi, quel est le rôle de telle personne, où trouver l'information adéquate pour pouvoir accéder à la justice comme il souhaite, pour pouvoir accéder aux droits comme il souhaite. C'est ça qui a motivé la création en 2020 des bureaux d'orientation des usagers de la justice. Ce sont des antennes, je vais dire, avancées dans la juridiction du greffe, de la présidence du parquet, permettant de donner aux justiciables l'information par rapport à leur dossier, par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs demandes en juridiction. C'est peut-être également la possibilité offerte de donner du service, c'est-à-dire donc pour eux de déposer une demande à ce niveau pour qu'ils n'aient pas à passer de bureau en bureau, de service en service, mais à simplement avoir un guichet unique vers lequel s'adresser pour avoir satisfaction de leurs besoins. Ces bureaux, là où ils ont été mis en place aujourd'hui, donnent essentiellement de l'information, je vais dire, non digitalisée, c'est-à-dire de l'information encore papier. Donc il faut qu'eux-mêmes aillent la mobiliser auprès des autres services de la juridiction avant de pouvoir la donner aux usagers. Ce qui est envisagé, c'est que dans l'optique de la loi 2020-08, c'est de faire dans ces bureaux un certain nombre de mises à disposition de l'information, que ce soit par site ou que ce soit par moyen informatique, pour qu'ils n'aient plus à aller eux-mêmes collecter l'information, mais qu'elle soit disponible. Donc, c'est-à-dire, par exemple, lorsque le justiciable vient devant le bureau, qu'il donne son nom, qu'on puisse lui dire, s'il a déposé un dossier dans la juridiction, voilà devant quelle chambre, voilà à quelle heure, voilà quel jour, voilà les références de votre dossier. Et qu'il puisse ainsi s'orienter, qu'il puisse aller à la satisfaction de sa demande et de son besoin. Après, c'est l'efficacité à l'aune de la manière dont ces bureaux fonctionnent ou sont organisés, qui les anime. Est-ce qu'il y a un service qui est délivré à certains de nos parents qui ne savent pas parler français? Alors, il faut effectivement que dans ces bureaux, ce ne soit pas essentiellement des agents judiciaires, des personnels de la justice qui parlent exclusivement le français qui soient présents. Il faut qu'il y ait des personnes qui parlent toutes les langues de la localité ou des langues qui puissent permettre de transmettre le message judiciaire aux usagers qui fréquentent ces juridictions. Parmi ce personnel judiciaire, on a effectivement toutes les langues représentées du Bénin. Et l'idée, le souhait, le travail qui est fait, c'est faire en sorte que ce personnel-là soit formé pour donner suffisamment d'informations aux justiciables. Vous n'avez pas réagi à ma relance. Quand vous dites dans ces bureaux-là, si toutes les langues du pays sont représentées, vous forcez un peu le trait. En tout cas, il y a un effort qui est fait pour qu'il y ait un large spectre. On ne force pas le trait, puisque déjà avant ces bureaux, les populations avaient déjà satisfaction auprès des greffiers, auprès des personnels. Donc aujourd'hui, dans ces bureaux, on repropulse ces personnels avec un niveau de compétence amélioré pour pouvoir donner l'information mobilisée juste. L'idée, c'est de faire en sorte que le justiciable, comme je vous l'ai dit, n'ait pas à parcourir plusieurs bureaux pour pouvoir avoir son information. Et n'ait pas à empêcher d'autres agents, d'autres professionnels de faire leur travail pendant qu'ils sont en train de préparer, par exemple, des audiences, préparer, par exemple, des dossiers. Donc il y a un gain en termes de temps, un gain en termes de travail. productivité, un gain en termes d'efficacité. Vous avez une question? Oui, j'ai une question qui est à Califourchon, mais à cheval sur la carte judiciaire. On a des bureaux d'orientation, mais pour qu'il y ait bureau d'orientation, il faut d'abord une juridiction. Et vous avez créé 24 juridictions. Mais il y a encore des communes ou bien des populations qui voudraient bien avoir des juridictions, mais jusque-là, le calvaire persiste toujours. Vous avez dit tout en tantôt vous-même qu'on a créé, on a implanté, on a installé une nouvelle juridiction à Malanville, alors qu'il n'y en avait pas et que ceux de Malanville venaient jusqu'à Kandy. Donc le fait d'installer à Malanville permet d'avoir une juridiction dans cette localité et d'éviter que la distance entre Malanville et Kandy et qu'on connaît ne soit aujourd'hui un obstacle à l'accessibilité ou à l'accès à la justice de ces populations. Aujourd'hui, la carte judiciaire qui est mise en œuvre et donc
l'opérationnalisation de la loi 2001-07 par rapport à la carte judiciaire tient compte précisément de ce que nous essayons de mettre en place, au moins dans chaque localité, dans les distances les plus courtes des juridictions, pour pouvoir permettre aux populations d'avoir le moins de chemin possible à faire. Il reste à opérationnaliser encore plus de juridictions et ça dépendra précisément de tous les critères que nous avons évoqués tantôt. Monsieur le ministre, Herbert, je voudrais qu'on soumette au ministre, qu'on mette sur la table un cas pratique pour tester un peu éventuellement les services offerts par ces bureaux d'orientation. Je suis un citoyen d'une localité où existe ce bureau analphabète. Sur un contentieux, j'ai envie de saisir le tribunal. Je ne sais pas écrire. Si je veux frapper à la porte de ce bureau d'orientation, quel type de service il peut m'offrir? Au-delà de m'orienter, concrètement, comment ça peut se passer? Alors, les services d'orientation n'ont pas pour vocation de se substituer aux professionnels du droit. Les professionnels du droit ont un périmètre de profession qui est réglementé et on ne pourrait pas, sous couvert de ces bureaux d'orientation, permettre qu'ils fassent, je vais dire, le travail d'autres professions. Ils ont un service, comme vous l'avez dit, d'orientation, c'est bien ça, le bureau d'orientation des usagers, ça se limite à cette activité. Maintenant, dans les possibilités qui sont offertes, les justiciables sont appuyés par des professionnels du droit qui peuvent ensuite encore permettre à la fois l'accès à la justice et l'accès au droit. Et vous aurez constaté que dernièrement, avec la prise du décret sur la réglementation de l'aide juridique, l'accès au droit a également encore été pris en compte pour permettre aux justiciables d'avoir encore plus d'assistance et plus d'informations sur les lois qui s'appliquent. Vous l'avez indiqué, Herbert? Oui. Il y a eu un redéploiement de la carte judiciaire. Nous avions eu la création des juridictions spécialisées. Le gouvernement a créé des juridictions spécialisées pour traiter des procédures spécifiques telles que les affaires commerciales, criminelles, foncières, qui requièrent un rendement meilleur de justice, compte tenu des impératifs de développement de notre pays. Nous allons vous inviter à suivre cet élément témoin sur ces juridictions spécialisées et nous allons revenir sur le plateau pour vous soumettre à quelques interrogations. On va commencer par la plus célèbre, la criette. Créée pour renforcer la lutte contre la corruption, les crimes économiques, la cybercriminalité et le terrorisme, la criette représente aujourd'hui une avancée majeure dans le système judiciaire béninois. Sa création s'inscrit d'ailleurs dans une volonté politique de moderniser et de renforcer l'appareil judiciaire du Bénin face à l'augmentation de ses menaces. Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a connu 7004 procédures au total. Parmi ces procédures, ce qui vient en tête, c'est l'escroquerie via Internet, avec 2142 procédures sur la même période. Ensuite, on a les procédures d'appartenance à l'organisation terroriste, 680 sur la même période. Nous avons ensuite 157 procédures de trafic international de drogue à haut risque. La Cour, sur la période, a connu 117 procédures de détournement de données publiques, 60 procédures de corruption et 234 procédures de blanchiment de capitaux. Avec la criette, le Bénin fait d'énormes progrès pour renforcer sa crédibilité dans la répression contre les infractions économiques. De façon constante, depuis 2016, il y a eu des progrès. Transparency International indique que de 2022 à 2023, nous avons gagné 2 points dans le classement. Sur 180 pays, on est passé de la 112e à la 70e place. Et quand vous faites le même exercice de 2021 à 2023, nous avons gagné 8 places. C'est une belle avancée lorsque vous faites une comparaison par rapport à nos voisins de l'Est et de l'Ouest. Au cœur de ces prouesses, la revue du cadre législatif et le rôle que joue la criette dans la répression efficace des différentes infractions. Nous sommes là pour assainir la gestion des finances publiques. Nous sommes là pour faire en sorte que nos enfants vivent dans un monde plus sûr et que les enfants mineurs, filles comme garçons, ne soient plus les proies de prédateurs sexuels qui sont les adultes, qui sont les personnes qui doivent pouvoir les protéger. Nous sommes là pour faire en sorte que le Bénin soit de plus en plus sûr pour chacun de ses citoyens. Désormais installée à Cotonou, la criette renforce son assise pour mettre fin à l'impunité partout sur le territoire national. Alors la criette est à Cotonou, mais comme vous le savez, la criette ne restera pas enfermée dans ses murs à Cotonou. Nous avons déjà initié
au cours de l'année dernière des audiences foraines, notamment pour les questions, les audiences, les infractions commises à raison du sexe des personnes. Nous avons fait une audience à Parakou. Nous entendons bien poursuivre ces audiences foraines-là. Donc il n'est pas exclu que la CRIET, qui a fait son déplacement avec Cotonou, se retrouve encore à Porto-Novo très vite pour faire une audience. Se retrouve à Pobé, à Balanville, à Kandi, à Natchitengu pour tenir des audiences. Donc voilà, nous sommes à Cotonou, mais nous sommes là pour tout le Bénin. En se concentrant sur la lutte contre la corruption, les crimes économiques, la cybercriminalité et le terrorisme, la CRIET joue un rôle crucial dans la promotion de la transparence et de l'état de droit. Monsieur le ministre, la CRIET est perçue dans le subconscient collectif béninois comme une juridiction redoutée et redoutable qui prononce des peines lourdes. Pourquoi la CRIET est ainsi perçue? Pourquoi avez-vous voulu donner cette vocation, n'est-ce pas, à la CRIET? La CRIET est une juridiction spécialisée. Cela veut dire essentiellement qu'elle a un contentieux spécifique qui est d'abord une matière pénale et ensuite dans cette matière pénale des infractions particulières qui lui sont attribuées en termes de répression. La CRIET est une juridiction en cela, à part cela, comme toute autre juridiction, organisée de la même manière que les juridictions et appliquant les textes de loi qui s'appliquent à toutes les autres juridictions, c'est-à-dire le code de procédure pénale, au-delà des lois particulières qui la régissent, le code, les différentes lois pénales qui s'appliquent. La CRIET et les magistrats de la CRIET sont régis par les lois qui régissent la magistrature, qui régissent la justice béninoise. Et en cela, donc, on a une justice qui est tout à fait normale et ordinaire. Aujourd'hui, la CRIET est chargée de contentieux qui sont des contentieux très importants parce que ces contentieux sont ceux qui ont été notés, constatés comme affectant très particulièrement certains aspects de la vie économique et certains aspects de la sécurité du pays. Que ce soit les infractions liées au crime organisé, les infractions liées à la piraterie maritime, les infractions liées au terrorisme et maintenant des infractions liées à l'éthique publique, comme par exemple le détournement. Et enfin, nous avons des infractions qui sont des infractions liées au sexe, sur lesquelles le gouvernement a une politique zéro tolérance. Ces infractions particulières dont on a constaté qu'elles ont un niveau de récidive, un niveau de prévalence particulier dans la population, que la CRIET a été chargée. Parce qu'il faut effectivement aujourd'hui sortir d'une justice qui est limitée à des ressorts territoriaux, comme on avait en son temps avec les tribunaux de première instance, liés à des cours d'appel qui ne sont pas à compétence nationale et qui donc ne peuvent pas entièrement prendre tout le contentieux. Quand je prends aujourd'hui par exemple le crime organisé, ce n'est pas automatiquement, exclusivement à Cotonou que cela se crée, cela se s'opère, cela a des conséquences, cela a des impacts. Donc il faut pouvoir avoir sur l'ensemble du territoire une justice qui puisse prendre le phénomène criminel comme il se pose. Derrière cette justice, il y a également des services et des unités de police judiciaire qui sont organisées à compétence nationale pour pouvoir apporter effectivement le fait criminel qui doit être porté à la justice. Voilà comment la CRIET est organisée. La CRIET est une juridiction indépendante. On a vu les critiques des hommes politiques et aussi de certains de vos confrères, de certains avocats qui estiment que la CRIET est une juridiction qui règle des problèmes politiques sous le couvert de vernis judiciaire. On peut avoir l'impression, si vous le voulez, si vous l'exprimez ainsi, que certaines infractions touchent tout particulièrement à des cibles données. Par exemple, le détournement, ce n'est peut-être pas le cultivateur qu'on va accuser de détournement de deniers publics. En cela, attribuer à la CRIET ce type de compétence peut laisser paraître que c'est une juridiction qui se focalise sur certaines personnes.
même si on devait le dire ainsi, il faut quand même se dire que ce type d'infraction a une incidence très forte sur la perception que les milieux d'affaires, la perception que la population, la perception que les partenaires techniques financiers ont de notre pays. Et qu'il faut tout particulièrement une juridiction qui approche ce genre de criminalité et qui donne une réponse adéquate. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à la criette sur ce plan-là, c'est que si nous n'avons pas mis en place une juridiction qui ait une compétence nationale et qui puisse prendre ce contentieux où qu'il se pose, nous n'aurions pas une harmonisation de la répression comme cela se doit. Enfin, il faut vous dire une chose, la criette, c'est une juridiction qui obéit à des lois, qui sont des lois conformes à notre environnement juridique, à notre système judiciaire. Elle est obéie par des magistrats qui sont nommés de la même manière que l'ensemble des magistrats du système judiciaire du Bénin. C'est-à-dire, vous pouvez marquer un arrêt pour éclairer le citoyen, la manière dont les magistrats de la criette sont nommés? Mais ils sont nommés comme tout autre magistrat. Merci le corps de la magistrature le est un corps qui est très hiérarchisé et compte tenu de certains grades, de certains échelons de la carrière des magistrats, ils peuvent accéder à certaines fonctions. Ces fonctions sont respectées dans les juridictions comme elles sont respectées à la criette. La nomination, par ailleurs, est portée après un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, et ce Conseil supérieur de la magistrature-là donne son avis pour que, avant chaque nomination de magistrat, que ce soit devant les tribunaux ordinaires, devant les tribunaux, les juridictions spécialisées, comme à la criette donc, comme au tribunal de première instance de Cotonou, comme au tribunal de première instance de Malanville, toute nomination obéit à ces règles et à ces codes. Donc, il n'y a pas de distinction à faire entre ce qui est la criette en termes de composition, en termes de mise en place, en termes de structure de juridiction et ce qui se fait dans d'autres juridictions. Il n'y a pas d'influence de chuchotement à l'oreille de dirigeants politiques à la nomination des magistrats de la criette auprès du Conseil supérieur de la magistrature? Alors, le Conseil supérieur de la magistrature est composé à la fois de magistrats en très haut rang, provenant d'une institution constitutionnelle, donc qui ont totalement un statut et des garanties statutaires donnés, de personnes ressources extérieures à la magistrature, qui sont en mesure d'éviter que ce soit uniquement entre juges que les questions qui se posent soient traitées, et de composantes du gouvernement qui apportent par ailleurs à cette structure des compétences particulières, que ce soit par exemple pour porter les fautes liées aux fonctions des services judiciaires, pour porter les besoins en termes de support financier ou technique, pour porter les problèmes en termes de carrière. Voilà la composition du CSM. Et le CSM est l'instance créée par la Constitution pour garantir l'indépendance de la justice. Cet organisme judiciaire composé tel que vous l'avez indiqué, vous avez le sentiment, j'interroge le juriste et l'âme de l'avocat qui vous habite, peut échapper facilement à l'influence du politique. À nouveau, j'insiste sur la question parce que vous savez que ça fait écho à une méfiance et une défiance même de l'opinion sur l'indépendance de la criette. Alors, il y a ce qu'on peut avoir dans la rumeur publique ou dans la mémoire collective comme, je vais dire, a priori et préjugés. Et il y a ce qu'on peut constater comme organisation, objectif judiciaire pour garantir qu'il n'y ait pas certaines dérives. Cette organisation judiciaire, comme je vous le dis, elle est conforme, elle est, similaire pour toutes les juridictions qui sont en place. Maintenant, les préjugés, maintenant, les a priori ou tout ce qu'on peut avoir comme suspicion sont très personnels parfois et parfois ne reposent malheureusement pas sur grandes choses, sauf le désir parfois de médire.
Monsieur le ministre, parlons toujours de la criette, puisque c'est une juridiction qui retient l'attention des Béninois. Comment peut-on expliquer cet engouement que les magistrats ont à aller officier à la criette? Mais je m'interroge un peu sur votre focalisation sur la criette. Les magistrats de la criette sont nommés de la même manière que les magistrats de la Cour spéciale des affaires foncières. Par contre, vous n'en parlez pas. Ça, on en parle tout de suite, là, juste vous après. ne parlez pas des magistrats de la Cour d'appel. Pourquoi donc vous focalisez tout particulièrement sur la criette? Parce que vous en avez peur, certainement, ou parce que vous estimez que cette juridiction qui applique la loi pénale est celle qui est le plus à craindre. Mais il faut bien que la loi pénale soit crainte. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est celle que nous avons posée pour instituer des valeurs sociales, pour respecter des valeurs sociales et pour faire en sorte que dans notre société, nous ayons quand même des limites à la liberté de faire, des limites à un certain nombre de propensions humaines. Donc en clair, la création de la criette répond aussi à la nécessité d'imposer désormais dans le pays un certain ordre de choses, c'est-à-dire le recul de l'impunité. Tout à fait. Le recul de l'impunité, on a bien dit que des contentieux particuliers ont été mis dans la compétence de la criette. Ces contentieux, j'en ai parlé, la poursuite et la répression des détournements ou des malversations qui seraient commises sont de la compétence de la criette. Donc on peut, parce que c'est ainsi, avoir cette impression. Mais c'est comme toute autre juridiction. Aujourd'hui, par exemple, ce n'est peut-être pas ce contentieux qui est le plus important au Bénin, c'est le contentieux des affaires foncières qui est le plus important. Et le contentieux pénal des affaires foncières est devant la CESAF aujourd'hui. On et de la même manière que la criette juge les infractions pénales, du crime organisé, du terrorisme, de la piraterie maritime, de la même manière, la CESAF juge tout ce qui est usurpation du bien d'autrui, tout ce qui est stélionnat, tout ce qui... Et c'est ainsi qu'on applique la loi pénale. Toutes les juridictions appliquent des lois et respectent des codes de procédure. Elles sont organisées suivant des orientations qui découlent de la Constitution, avec des garanties qui sont instituées pour pouvoir assurer l'indépendance de la justice. Oui, monsieur le ministre, pour finir avec la criette, il y a certains magistrats qui sont dans les juridictions ordinaires qui pensent que la criette leur arrache tous les dossiers. Une compétence large, des dossiers qu'on peut vider au niveau des juridictions de première instance de nos tribunaux ordinaires sont renvoyés à la criette. Tout. Il y a une sorte de juridiction, d'accaparement pratiquement de tous les dossiers. Vous n'avez pas reçu ces genres de plaintes en tant que garde des Sceaux? La criette aujourd'hui, à l'état où nous sommes, n'a pas encore l'attribution de, je vais dire, tout ce qu'on peut appeler type de crime organisé. Ce qui veut dire encore que les juridictions ont des compétences concurrentes sur certaines infractions avec la criette. Deuxième chose, la criette telle qu'organisée aujourd'hui a des attributions bien précises sur des matières données qui ne sont donc plus de la compétence des juridictions. Ces matières, on les a énoncées rapidement, elles ne sont pas dans les 9 matières qui sont de la compétence des juridictions ordinaires. Elles sont dans une seule matière pénale et donc sur des points, des incriminations particulières. Le vol est aujourd'hui l'infraction qui est la plus présente dans les juridictions. Mais on n'arrache pas le vol aux juridictions. Et le contentieux du vol est beaucoup plus important que le contentieux du détournement de deniers publics. Donc, quand vous me dites aujourd'hui que les juridictions ont cette plainte, je ne suis pas sûr que ça repose sur des choses objectivement définies et étudiées. Ça repose peut-être sur un sentiment, qui est le sentiment lié au rejet de tout ce qui va de l'avant, de tout ce qui est nouveau. Alors que nous avons une criminalité qui change, nous avons un nouveau visage de la sécurité et il faut pouvoir adapter donc l'organisation judiciaire à ce nouveau visage. On va vous rendre justice. La carte judiciaire, si vous le permettez, la carte judiciaire ne répond pas automatiquement à la carte administrative. Et il faut donc que nous puissions avoir
une organisation qui nous permet de répondre aux besoins existants sur le terrain. On va rendre justice, Monsieur le ministre, vous plaignez il y a un instant qu'on ne parle pas assez en fait des magistrats de la CESAF, la Cour spéciale dédiée aux affaires foncières, mais il y a aussi comme institution spécialisée créée la juridiction dédiée au commerce. On va suivre un sujet, un élément témoin, un reportage qu'on a réalisé sur ces deux juridictions spécialisées et puis on en délibère, si je puis me permettre. Au Bénin, la gestion des affaires foncières a longtemps été un point de tension avec de nombreux litiges liés à la propriété terrienne. Ces conflits, souvent complexes, engorgent des tribunaux ordinaires. Un état de choses qui a obligé le gouvernement de Patrice Talon à procéder à la création de la Cour spéciale des affaires foncières, CESAF. Une cour exclusivement dédiée aux questions foncières, permettant ainsi un traitement plus rapide et spécialisé des dossiers. Vous savez, dans notre pays, les affaires foncières constituent une majorité de dossiers que les juges traitent. Il se fait que nous n'avons pas suffisamment de magistrats pour traiter ces dossiers-là, si bien que lorsque vous allez au tribunal, vous avez des dossiers qui datent de plusieurs années. Et les gens arrivent, c'est des renvois, parce que ces dossiers-là sont traités avec d'autres dossiers. Donc, une cour spéciale des affaires foncières créée, c'est vraiment une très très bonne chose. Cette cour spéciale est donc une bouffée d'air frais pour tous ceux qui sont confrontés à des litiges fonciers. La Cour spéciale des affaires foncières vient vraiment nous soulager des peines auxquelles on était confrontés. Dans mon cas, par exemple, cela fait plus de 13 ans que je suis dans une bataille successorale. Et c'est ici, devant cette cour, qu'on a pu décanter la situation et avoir gain de cause. Donc, personnellement, cette cour est la bienvenue. Si c'est une trouvaille, c'est la meilleure qu'on pouvait trouver pour les affaires foncières dans notre pays. Je sais que il faut un effort de recruter, mais c'est depuis 2007 qu'il est prévu qu'on doit recruter chaque année 40 magistrats. Imaginez, si on avait fait ça jusqu'ici, ça, je souhaite que l'État voie ça. À l'instar de la CESAF, le tribunal de commerce de Cotonou est une réponse aux litiges commerciaux, entre-temps traités par les juridictions ordinaires avec des délais longs et des décisions qui n'étaient pas toujours adaptées à la complexité des affaires commerciales. De 2 ans pour traiter les contentieux, le délai moyen de traitement des affaires commerciales est aujourd'hui réduit à 57 jours. On traite des contentieux maritimes, bancaires et aériens, mais aussi des différends concernant des baux et des procédures collectives, offrant aux entreprises nationales et internationales un environnement juridique plus sûr et plus prévisible. En spécialisant ainsi le traitement des affaires commerciales et foncières, le gouvernement œuvre à réduire les délais de traitement des dossiers, à améliorer la qualité des décisions rendues, à soulager la peine des contribuables et à favoriser un environnement juridique propice à l'activité économique et à la sécurité foncière. Monsieur le ministre, les contentieux fonciers au Bénin renvoient souvent à des drames. De grands drames humains, familiaux, matériels, et c'est aussi source d'insécurité et d'instabilité. Ce n'est pas forcément attractif en termes d'amélioration de l'environnement des affaires et des investisseurs. D'où le tribunal ou les juridictions dédiées. Mais on a l'impression que le gouvernement n'est pas allé jusqu'au bout de son volontarisme, de ses ambitions, puisque depuis sa création, le CESAF fonctionne en mode diesel. C'est le sentiment qu'on a. Ou du moins, elle est moins médiatisée. Le CESAF ne fonctionne pas en mode diesel. Le CESAF, qui a été installé en 2023, a eu le temps de récupérer l'ensemble du contentieux des juridictions qui sont dans sa sphère de compétence, zone de compétence géographique. Le Grand Nokoué. Le Grand Nokoué. Et donc d'internaliser l'ensemble de ces procédures pour relancer ensuite les instances régulièrement. Donc il a fallu aujourd'hui passer de 0 à près de 8000 dossiers. 8000 exclusivement en matière de droit de propriété foncière et donc sur les matières, je vais dire, civiles. Elle reprend l'exercice maintenant qu'on lui a adjoint la compétence pénale
pour tout ce qui était resté en matière pénale à la criette et dans les juridictions de manière résiduelle. Donc voilà, je vais dire, le menu aujourd'hui de la CESAF. La CESAF rencontre, comme toutes les juridictions du Bénin, une difficulté qui est celle de la ressource humaine. Il faut que nous puissions avoir plus de magistrats, plus de greffiers et plus de personnel judiciaire pour pouvoir donner à cette juridiction l'entière capacité d'opérer les changements, d'opérer les améliorations que nous attendons. Donc, les magistrats de la CESAF sont en train d'être mis en place. En 2023, il y a eu la première mise en place. En 2024, il y a eu un complément. En 2025, il y aura encore un complément de magistrats pour pouvoir augmenter les capacités de la CESAF. Il y a un effort soutenu qui, il y a un effort soutenu qui ne se relâchera pas. La CESAF a besoin d'infrastructures adaptées pour pouvoir tenir ses audiences. La CESAF est en train d'être relogée pour avoir plus de capacité en termes de salles d'audience et plus de possibilités d'organiser des audiences. À Cotonou. Donc, la CESAF va tourner de la manière que vous souhaitez, de la manière que nous souhaitons, dans très peu de temps. La CESAF, en même temps, a commencé avec tout un ensemble de services de digitalisation ou de services informatiques. L'ensemble du personnel, l'ensemble des greffiers est équipé et des services, des applications sont mises en œuvre pour que le rôle soit tenu, pour que l'information du rôle soit portée vers les justiciables. Nous essayons avec la CESAF d'aller à une autre qualité de justice. La CESAF rencontre des problèmes, comme toute juridiction, qui sont liés au principe du contradictoire, c'est-à-dire vous devez en justice être dûment convoqué, dûment représenté, présent. Vous devez échanger vos pièces de manière contradictoire pour pouvoir discuter les pièces de l'autre partie, échanger vos éléments de preuve pour que le procès puisse être conduit de la meilleure manière dans le respect des droits de chacun. Surtout en matière foncière. Surtout en matière foncière. Il s'agit Donc la CESAF rencontre les difficultés qui sont liées à la cible qu'elle approche, les absences, les retards, les problèmes de représentation, les problèmes de manque de pièces, les problèmes d'absence de témoins. Tous ces éléments ralentissent l'activité ordinaire de la CESAF. Maintenant, il y a une amélioration que la CESAF porte. Il n'est plus question de juger, de donner des décisions dans des dossiers sans savoir exactement les limites du domaine, les limites de la parcelle, les limites réelles de ce qui est discuté. Sans levé topographique, sans levé des topographique, pièces de sans des pièces bien dûment certifiées et dûment authentifiées. Donc là aujourd'hui, la CESAF demande également aux parties de s'identifier clairement, leurs domaines qui sont l'objet de leurs revendications, avant de pouvoir rendre des décisions. D'où l'importance aussi des réformes sur les titres de propriété. Tout ceci se tient. C'est une cohérence qui est mise en œuvre et qui est portée par la CESAF. Et maintenant, la CESAF essaie également de se mettre totalement en lien avec l'ANDF pour que nous puissions avoir non pas des décisions qui viennent remettre en cause des transactions qui sont sécurisées, mais qu'on ait une réelle harmonisation, une réelle intégration de tous les services avant que des décisions ne soient prises en termes de propriété. Donc cette juridiction du foncier va sans doute exploiter aussi les bases de données officielles de l'ANDF. Tout à fait. Et donc ce n'est pas une question de diesel, c'est une question de prendre toutes les dispositions pour pouvoir atteindre l'objectif. Oui, et satisfaire les populations. Oui, monsieur le ministre, est-ce que le gouvernement a pensé à la spécialisation des magistrats qui officient dans la juridiction, dans la CESAF?
parce que la question foncière, c'est une question spécifique, particulière et complexe. Est-ce que vous avez pensé à la formation pointue ou bien particulière en la matière? Les magistrats qui ont été positionnés à la CESAF ont été tout particulièrement à l'école de formation des professions judiciaires formés sur ce contentieux. La CESAF s'occupe exclusivement d'un contentieux foncier avec 3 types de procédures. Les procédures en confirmation, les procédures en revendication et éventuellement les procédures qui sont liées à l'expropriation des causes, l'expropriation pour cause d'utilité publique. Aujourd'hui, les procédures administratives qui sont liées au foncier et les procédures pénales qui s'y ajoutent. Voilà le contentieux de la CESAF, voilà la compétence de la CESAF. Les magistrats sont formés pour ça, sont dédiés exclusivement à ce type de contentieux, avec la formation continue qu'on peut leur donner à l'école et donc qui est organisée par la loi 2020-08 que vous aviez énoncée au début de notre discussion. Avec cette formation continue qui est donnée aux magistrats, on peut approcher tout particulièrement un renforcement de capacité pour pouvoir accélérer la rédaction de décisions. L'autre institution spécialisée, c'est celle dédiée aux affaires commerciales. C'est très important pour l'amélioration du climat des affaires, l'environnement des affaires au Bénin, applaudi, attendu et applaudi à la bonne heure par les milieux économiques et les milieux d'investissement. Alors, question, est-ce que la question justement du personnel judiciaire ne se pose pas aussi là et quelle réponse adaptée apportée par le gouvernement? Pour être clair et précis par rapport à la préoccupation sur les ressources humaines, avant 2016, vous avez environ 212 magistrats, 174 greffiers qui étaient répartis sur l'ensemble des juridictions. Aujourd'hui, vous avez déjà plus de 336 magistrats qui sont sur les juridictions. Il y en a 80 qui sont en fin de formation. Il y a 174 greffiers. Et il y en a 100 qui sont en école de formation avec des curricula qui intègrent automatiquement la digitalisation des services à venir. Donc il y a eu un renforcement effectif des ressources humaines. Et ce renforcement, il faut insister sur une chose. Ce renforcement, vous le sentez alors même qu'il y a eu des départs à la retraite. C'est-à-dire que des 212 magistrats, il y en a un bon nombre qui sont partis à la retraite entre-temps, entre 2016 et 2025. Il y en a qui partent encore en 2025. Et même chose pour des greffiers. Donc, quand le nombre augmente, ça voudrait dire qu'on remplit à la fois les départs, mais qu'on amène du personnel supplémentaire pour pouvoir redimensionner la justice. C'est en cela que nous avons plus de ressources humaines. Cette ressource humaine est mieux formée. Avant, on formait essentiellement 40 magistrats à l'École nationale d'administration de la justice sur un module magistrature. Aujourd'hui, une école de formation des professions judiciaires a été mise en place qui permet de former les magistrats sur des curricula, sur des formations qui sont exclusivement destinées à l'utilisation en milieu judiciaire. Donc plus pointues et plus soutenues. Nous avons en fait également, après cette formation, différents partenariats avec des écoles qui nous permettent d'améliorer encore le profil des magistrats. Ça, c'est pour le point général en termes de ressources humaines. Je ne parlerai pas tout particulièrement de tout ce qui est fait en termes de contrôle de l'éthique, avec la mise en place de l'inspection de la justice, générale de la justice, le renforcement des effectifs de l'inspection de la justice, l'amélioration de leurs capacités, la mise en place de moyens opérationnels pour qu'ils soient effectivement dans les juridictions à contrôler le travail des cabinets, à contrôler le fonctionnement de la justice et à permettre en sorte que certaines incidences éthiques et déontologiques soient effectivement prises en compte en termes disciplinaires et en termes correctifs, je veux dire dans le fonctionnement. Donc nous avons fait ces activités sur ces différentes années, sur ces 8 dernières années. Pour ce qui concerne le contentieux spécifique des affaires de la propriété, ça se passe donc en école de formation des professions judiciaires. Le processus et les programmes de formation sur cet aspect sont donnés par des formateurs aguerris sur ces matières-là, qui prennent en compte
de la meilleure manière possible les magistrats. Et donc, quand on fait un choix en 2023 pour les positionner à la CESAF, ce sont les magistrats qui se sont le plus illustrés, qui ont eu les meilleurs résultats sur ce type de contentieux, qui ont été positionnés à la CESAF. Monsieur le ministre, on va finir volontiers, Hébert, sur le chantier de, comment je vais dire, de l'amélioration de l'efficacité de la justice à l'aune de son fonctionnement modernisé et digitalisé. Vous savez, l'excuse de la pénurie du personnel judiciaire peut être valable pour justifier la lenteur de la justice, le délai raisonnable au bout duquel le service judiciaire n'est pas souvent rendu comme il se doit pour le justiciable, mais c'est aussi une excuse facile derrière laquelle des juges peuvent se réfugier des magistrats pour ne pas être diligents sur leur dossier. Quelle réponse avez-vous apporté en termes de rationalisation et d'obligation de résultats de leur service public de la justice, et comment évolue le chantier de la digitalisation? Deux questions. Deux questions. Première question, il n'y a pas de refuge derrière un prétexte de pénurie. Mais il n'y a pas que la pénurie, il y a également ce que je vous ai expliqué, le comportement du justiciable. Il y a des réalités sur notre contexte qui sont par exemple que lorsque un justiciable est poursuivi et que vous ne vous êtes pas assuré de l'avoir sous main de justice, quand vous le convoquez, il ne se présente plus et fait retarder les procédures et entraîne des accumulations de dossiers dans les cabinets ou dans les juridictions. Il pénalise toutes les parties impliquées. Il pénalise toutes les autres parties impliquées. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait tout particulièrement pour accélérer le processus? Toutes les juridictions au Bénin aujourd'hui, alors qu'en 2016, nous avions 0 juridiction connectée à l'Internet, aujourd'hui, toutes les juridictions au Bénin sont connectées à l'Internet. Elles ne sont pas non seulement connectées à l'Internet, 23 sur 24 sont connectés à la fibre optique. Et la dernière n'est pas connectée parce que simplement, nous avons encore un problème de raccordement. Donc, l'ensemble des juridictions est connecté. Ce qui permet, donc, facilite les communications entre les juridictions et communications avec la chancellerie s'il y a lieu et avec divers autres services dont ils ont besoin pour pouvoir rendre leurs décisions. Il y a également aujourd'hui mis en place un certain nombre d'applications qui leur permettent d'accélérer le processus, que ce soit en termes de production de documents, que ce soit en termes de maîtrise du rôle des juridictions, que ce soit en termes de, je vais dire, de réédition ou de production de documents judiciaires qui sont sollicités par les justices, traitement des dossiers. Et donc, on essaye d'amener dans les juridictions des processus d'accélération qui viennent sur les processus, qui viennent sur les mécanismes et les procédures judiciaires, permettre de satisfaire les demandes des justiciables. Oui, monsieur le ministre, est-ce a dit que désormais, les dossiers qui dorment dans les cabinets d'instruction seront désormais vidés ou bien sont déjà vidés? Alors, tous les portefeuilles de tous les cabinets d'instruction sont surveillés au mois. C'est-à-dire que chaque magistrat dans un cabinet d'instruction rend au mois un rapport relatif aux dossiers traités et un rapport relatif aux personnes qui sont en détention. Tout ceci est suivi régulièrement aujourd'hui. Et cette régularité permet de voir ce qui traîne et sur lequel il faut faire des rappels aux magistrats de leurs obligations, ce qui ne traîne pas et sur lesquels la justice suit son cours normalement. Ce que nos compatriotes voudraient savoir, est-ce que désormais ils peuvent, à partir de la maison, à partir de l'endroit où se trouvent, suivre leur dossier, savoir les dates d'audience qu'ils ont, parce que nous sommes dans la digitalisation, vous avez dit, toutes les juridictions sont pratiquement connectées. Est-ce que désormais, au Bénin, on peut suivre l'évolution de son dossier par SMS ou par mail ou par tout autre moyen digital?
Je ne suis pas friand des effets d'annonce, je vous le dis, mais il y a des expériences pilotes qui nous permettent d'être certains que d'ici là, on pourra effectivement satisfaire ce besoin de nos compatriotes. Monsieur le ministre, on va finir sur la justice et les droits humains. Là, on descend dans l'univers pénitentiaire pour voir un peu comment cette question est prise en main désormais au Bénin. On prend aussi à témoin, ou bien on prend appui sur un élément témoin que nous avons sous la main, et puis après, on vous interroge là-dessus. Ils sont privés de liberté, mais ils conservent leurs droits fondamentaux, en particulier le droit à la santé. Un droit dont le respect passe par l'amélioration de leurs conditions de détention. Pour garantir ce droit, l'Agence pénitentiaire du Bénin a initié une mission foraine de consultation médicale, au cœur des soins de santé gratuits pour les détenus. Dans tous les établissements pénitentiaires, ce sont les infirmeries qui s'occupent de la santé des détenus et cette santé est prise en charge entièrement par l'État. Et aujourd'hui, on a vu que nous pouvons aller au-delà de ce qui se fait au niveau des établissements pénitentiaires et c'est ça qui justifie l'organisation de cette mission conjointe entre le ministère de la Justice et le ministère de la Santé pour pouvoir assurer une couverture complète des détenus en termes d'accès à la santé. La prise en charge des détenus étant l'une des missions de l'Agence pénitentiaire du Bénin, il s'agit donc d'évaluer l'état de santé général des détenus en vue de leur offrir des soins conséquents et mettre à leur disposition des médicaments essentiels. En plus de promouvoir la santé en milieu carcéral, l'autre mission de l'Agence pénitentiaire du Bénin est de veiller à la bonne alimentation des détenus. En ce qui concerne l'alimentation des détenus, un grand pas a été fait. De 2007 jusqu'à 2020, nous traînons beaucoup de dettes alimentaires qui ont été réglées, près de 4 milliards de francs CFA qui ont été déjà épongés. Et on a relevé la qualité et la quantité de l'alimentation des détenus. L'idée, c'est de faire en sorte que ce que nous mangeons dehors, dans nos maisons, ce soit exactement la même chose que nous présentons dans les établissements pénitentiaires. Et je pense que ce pari est en train d'être gagné aujourd'hui. Un pari gagné au regard des enjeux liés à la prise en charge intégrale des détenus. Dans toutes les 11 prisons du Bénin, les repas sont distribués à heure fixe et 2 fois par jour. Nous veillons beaucoup plus sur la qualité et la quantité. Et par rapport à la qualité surtout, des contrôles sont opérés sur le terrain. Nous avons eu recours à l'Agence nationale des soins de santé primaire qui est allée faire le contrôle dans tous les établissements pénitentiaires pour contrôler les rations alimentaires des détenus, aussi bien en ce qui concerne la qualité que la quantité. Des progrès majeurs pour améliorer le traitement des détenus, protéger et promouvoir leurs droits et par ricochet, veiller à leur bien-être. Monsieur le ministre, ce reportage montre à souhait les efforts déployés par l'État béninois pour respecter la dignité des personnes en situation de privation de liberté, en tout cas par rapport à leurs conditions carcérales. Après, il faut penser à la sortie, à leur réintégration. Qu'est-ce qui se met en place justement pour les y aider? Sur cette thématique ou dans cette démarche, il y a essentiellement eu 2 initiatives. La première, c'est la mise en œuvre effective du travail d'intérêt général. Une loi a été adoptée depuis 2016. Elle n'a pas été opérationnalisée. Le code pénal a été adopté en 2018 et a refait des précisions sur le dispositif du travail d'intérêt général. Aujourd'hui, les mesures d'application du travail général ont été adoptées et donc la mise en œuvre est en train de se faire. Le travail d'intérêt général permet de ne pas amener
en milieu de privation de liberté des personnes qui sont condamnées à des peines qui ne sont pas lourdes. Et donc d'éviter la désocialisation qui pourrait être liée à l'emprisonnement. Deuxième initiative a été de dire qu'une fois que la personne est malheureusement, en raison de son fait, obligée d'être mise sous main de justice et donc déposée en prison, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait pour qu'il s'amende, pour qu'il se réinsère. Et donc, derrière les barreaux, il faudrait que cette personne puisse effectivement faire un travail, apprendre quelque chose, continuer une vie plus ou moins sociale et qui lui permette donc de se préparer pour réinsérer la société, de s'autonomiser. Donc, dernièrement, vous avez vu l'adoption du décret sur le travail pénitentiaire. Alors, Monsieur le ministre, quelles sont les perspectives qui s'offrent à la justice béninoise 8 ans après l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir? De très belles perspectives, que ce soit en termes d'amélioration des ressources humaines, puisqu'aujourd'hui nous avons un programme qui est effectif de recrutement qui se met en œuvre tous les ans avec une formation améliorée, donc en renforçant les capacités pour pouvoir atteindre donc les objectifs qui sont ceux de la modernisation de la justice. Nous avons un programme qui est aujourd'hui déroulé de transformation numérique pour permettre d'accélérer les processus judiciaires. Et vous avez vu déjà sur ce programme la mise en œuvre du casier judiciaire. Avant 2016, nos compatriotes et nos concitoyens devaient faire parfois de longues distances. Vous n'étiez pas sûr d'avoir automatiquement l'acte le jour. Vous avez tous les risques liés à votre transport. Vous aviez les frais qui devaient être exposés. Aujourd'hui, de votre salon ou de votre lieu de repos ordinaire, vous pouvez sur votre équipement, sur un terminal, demander votre casier en ligne. Et ce casier a été fiabilisé parce qu'aujourd'hui, il regroupe l'ensemble des informations venant de l'ensemble des juridictions pénales pour permettre précisément que vous n'ayez, quand vous avez été condamné dans une localité et que dans une autre, on n'a pas d'informations par rapport à cela, que vous échappiez à vos actes. Tout est aujourd'hui fusionné, tout est aujourd'hui personnalisé derrière la délivrance d'un casier unique. Donc, on a un casier aujourd'hui qui est beaucoup plus fiable. Derrière cette politique de numérisation, il y a également toutes les politiques de changement dans le fonctionnement, que ce soit l'organisation fonctionnelle des juridictions, permettre à chacun de savoir exactement son rôle et de remplir sa fonction pour pouvoir rendre le service aux justiciables qui est mis en œuvre. Et enfin, vous avez un programme de construction d'infrastructures qui continue, que ce soit infrastructure pénitentiaire, en termes de réhabilitation, en termes de modernisation, en termes de remise aux normes, avec tout le respect des principes de Mandela par rapport à la détention. Et enfin, de construction d'infrastructures judiciaires, sera annoncé ou a été annoncé, pour ceux qui le savent, la construction d'un complexe judiciaire à Cotonou, de 6 niveaux bientôt, pour pouvoir abriter un centre de juridiction. Et ainsi de suite sur l'ensemble du territoire. À Dassazoumen, un nouveau tribunal qui est en train d'être construit au cœur de la cité administrative, et ainsi de suite. On a ce programme qui se met en place aujourd'hui et qui va permettre de renforcer les infrastructures, de donner plus de possibilités à la justice pour pouvoir accueillir plus de monde et rendre service avec beaucoup plus de qualité. Merci, Monsieur le ministre. Merci aux Nouveau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, a fait le parcours du processus de modernisation de la justice dans tous les domaines, aussi bien dans les juridictions qu'au niveau des usagers ou des justiciables. Vous l'avez suivi pendant 52 minutes. Il a fait le discours du parcours. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.